Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Doigt dans le culte. Et aujourd'hui, retenez votre respiration, mettez vos plus jolies palmes, parce qu'on va parler du Abyss de James Cameron. Abyss est un film de science-fiction sous-marin écrit et réalisé par James Cameron et sorti chez nous en 1989. Donc James Cameron, on va pas vous le présenter, hein, c'est le mec qui a fait Terminator, Terminator 2, Titanic, Avatar ou encore Aliens le Retour. Et si vous connaissez un peu son cinéma, vous savez que c'est pas le genre de gars à faire des films pépères dans son coin avec 3 bouts de ficelle. Le film nous raconte l'histoire d'une station sous-marine, le Deep Core, et de son équipage, réquisitionné par des militaires venus récupérer un sous-marin nucléaire qui a mystérieusement coulé. En pleine guerre froide et alors qu'un typhon menace la surface, l'enjeu est capital. Sauf que tout ce beau monde découvre une forme de vie un peu particulière au fond de l'océan, quelque chose qui ne viendrait peut-être pas de notre monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, James Cameron est marié avec Gale Anne Hurd, qui est aussi la productrice du film. Et leur mariage ne se passe pas très bien. Le couple va divorcer en 1989, donc l'année de la sortie du film, et on peut voir Abyss en fait comme une parabole sur leur mariage qu'ils essaient de sauver. J'ai donné 4 ans de ma vie à ce projet. Hey, moi, tu m'as donné que 3 ans. Dans la vie, il y a des priorités. Parce qu'en fait, quand on y regarde de plus près, l'histoire ne parle que de ça. Abyss n'est jamais que l'histoire d'un couple au bord de la rupture qui essaie de trouver la magie, l'innocence des débuts de leur relation en allant tout au fond de leur histoire. Bud, il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire. C'est dur pour moi, tu sais. C'est pas facile d'être une emmerdeuse en béton. Cela demande de la discipline, des années d'entraînement. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui l'apprécie. Je regrette de ne pas pouvoir te le dire en face. Je dois attendre que tu sois tout seul dans le noir, glacé avec 10 000 pieds d'eau entre nous. Mais Abyss n'est pas qu'une histoire d'amour à la dérive qui tente de remonter à la surface. C'est aussi le prétexte pour James Cameron de parler des grands thèmes qui animent son œuvre, et notamment la menace nucléaire. Le nucléaire, dans les films de James Cameron, on le retrouve souvent. Évidemment, on pense tout de suite à Terminator, mais il y a aussi Avatar, c'est les exemples les plus emblématiques. Pourtant, c'est bien dans Abyss que le discours est le plus engagé contre le nucléaire et que la menace n'a jamais été aussi réelle. Mais si Abyss occupe une place aussi importante dans la filmographie de James Cameron, c'est pour une autre raison. C'est parce que c'est avant tout un énorme défi technique et humain. Et James Cameron s'attaque à un défi gigantesque. Tourner le film sous-marin ultime dans des conditions les plus proches possibles du réel. Et pour y arriver, il dispose d'un budget de 68,5 millions de dollars de l'époque, ce qui correspond aujourd'hui à 145 millions. C'est juste énorme. Il faut savoir aussi qu'il a prévu de tourner 40% des scènes directement dans l'eau, dans des conditions réelles, et que pour ça, évidemment, il lui faut un bassin qui puisse accueillir le tournage. Le problème, c'est qu'il n'en trouve aucun. Donc la solution qu'il trouve, c'est simplement d'investir une ancienne centrale nucléaire désaffectée, de la transformer en cuve de 13 mètres de profondeur, de la remplir d'eau, d'y mettre tout le matos, de couvrir la cuve avec des bâches histoire de ne pas laisser filtrer la lumière du soleil pour qu'on croie vraiment qu'on est dans le fond marin, et de commencer son tournage tranquillement comme ça, avec évidemment tous les problèmes qu'on imagine. Et c'est là que ça commence à déconner, notamment vis-à-vis des comédiens. Effectivement, avec un tournage sous-marin, ils ont subi un entraînement intensif à la plongée sous-marine avant la production, mais il faut quand même qu'ils se payent 3 jours par semaine, 10 heures de plongée d'affilée, de manière totalement intensive pour tourner toutes leurs scènes. Si on rajoute à ça la présence d'une équipe technique conséquente en sous-marin, elle aussi, plus la gestion d'effets spéciaux novateurs pour l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est avant Terminator 2 et avant Jurassic Park, donc au tout début des images de synthèse de très bonne qualité, on se rend bien compte de l'entreprise gigantesque à laquelle s'attaque Cameron. Mais le plus gros problème du tournage, c'est pas cet aspect technique très lourd, c'est James Cameron lui-même. Il faut savoir que James Cameron est un réalisateur particulièrement dur, obsessionnel, perfectionniste. Pour vous donner une idée, il plonge tous les jours avec l'équipe technique et les comédiens, et c'est pendant ces phases de décompression qu'il regarde les rushs de la journée. Mais son caractère fait des siennes sur le plateau, et il en arrive malheureusement à se brouiller avec ses 2 comédiens principaux, Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio. Alors pour Ed Harris, il lui a quand même joué un sale tour, puisque dans la scène où le comédien est censé étouffer, Cameron ne trouvait pas le résultat assez satisfaisant, donc tout ce qu'il a fait, c'est simplement de baisser les réserves d'oxygène de Ed Harris, qui évidemment n'était pas prévenu. Ce qui fait que Ed Harris, pendant sa scène, a vraiment commencé à s'étouffer.
La scène mise en boîte, le résultat était super, mais Ed Harris a décidé de ne plus jamais retravailler avec lui. Pour Marie-Elisabeth Mastrantonio, on est un peu dans le même délire, puisqu'on va évidemment parler de sa superbe scène de réanimation. Tu vas respirer, bordel de merde! T'as jamais reculé devant quoi que ce soit dans ta vie! Alors bats-toi! 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 Maintenant! Vas-y! Bats-toi, nom de Dieu de merde! Très tendu, très difficile. Évidemment, c'était aussi tendu et difficile sur le tournage, ils ont multiplié les prises, la comédienne était épuisée, et au moment où ils ont eu enfin la bonne scène, le cadreur a annoncé qu'il n'avait pas de pellicule pour la tourner, ce qui fait qu'ils ont tourné la scène dans le vide. Résultat des courses, Marie-Elisabeth Mastrantonio pète un câble, quitte le plateau, et ne remettra plus jamais les pieds sur le tournage. Et encore, on vous passe le climat pourri pendant le tournage avec un super orage qui ravage une partie du plateau, les soucis techniques, les pannes de matériel. Enfin, ils ont vraiment tout eu sur ce tournage. Mais au final, ça sert quand même pas mal le film, parce que ça participe énormément à son ambiance oppressante et stressante. Par contre, s'il y a un point sur lequel James Cameron ne devait pas se foirer, c'était son traitement des extraterrestres. Pour mettre au point leur apparence, James Cameron confie leur design au dessinateur français Jean Giraud, alias Moebius. Connu pour des titres aussi cultes que L'Incal ou Blueberry, fer de lance du magazine Métal Hurlant dans les années 70, Moebius s'inspire des méduses translucides des fonds marins, qu'il fait très attention à ne pas transformer en figures humanoïdes, ce qui aurait totalement détruit le propos du film. Au contraire, l'accent est mis sur les couleurs, sur les formes rondes et sensuelles, chaudes, qui rappellent à la fois le sentiment amoureux ainsi qu'une certaine vision de l'enfance et de l'innocence. Le morceau de bravoure du film, c'est évidemment la visite du serpent d'eau dans les couloirs du Deepcore qui imite le visage des comédiens. Un effet 100% artificiel, totalement en image de synthèse, et un défi gigantesque, puisque en plus de recréer la texture et le mouvement de l'eau de façon crédible, il doit aussi retranscrire de manière réaliste des sentiments humains. Un effet qui a valu au film à lui seul l'Oscar du meilleur effet visuel en 1989. Alors on aurait pu penser qu'avec un projet pareil, Cameron allait encore avoir un putain de succès, sauf que pas du tout. Au moment de sa sortie, le film est un échec. Peut-être le plus gros de la carrière de James Cameron, puisqu'il ne récolte que 54 millions de dollars de bénéfices aux États-Unis. Et du coup, il ne rembourse même pas son budget. Les critiques n'éreintent pas le film, mais pointent quand même énormément de défauts. Il y a une grosse naïveté de l'ensemble qui est pointée du doigt, mais c'est principalement les extraterrestres et leur rôle dans l'histoire qui ne passent pas du tout. Et pour certains, Abyss est un meilleur film catastrophe qu'un film de science-fiction, ce qui veut quand même tout dire. Et c'est pas un hasard parce que le film a été quand même énormément coupé avant sa sortie. On est quand même en face d'un film dont il manque presque 1 heure de métrage, ce qui explique énormément d'éléments qui manquent à la fin, sur le rôle des extraterrestres, sur leur impact dans l'environnement, sur leur rôle aussi par rapport aux personnages principaux. Et c'est grâce au succès de Terminator 2 plus tard que la Fox déboursera 500 000 $ de plus pour que James Cameron puisse terminer Abyss. Restez ici. Je vais revenir. Cette version longue sort dans toutes les salles en 1993 sous le titre Spécial Édition. Elle dure quasiment 3 heures, là où le film original ne dure que 2h20. Et enfin, elle nous permet de voir la grosse séquence qui manquait au film, c'est évidemment le tsunami qui ravage une plage. Au final, cette nouvelle version ne rapporte que 240 000 $ supplémentaires, mais le film en lui-même n'est pas un si grand échec que ça. En effet, avec les ventes internationales, le score au box-office aux États-Unis et cette nouvelle version, le film rapporte en tout 90 millions de $, ce qui fait qu'il rembourse son budget, mais on est très loin du gros succès dont rêvait James Cameron. Si Abyss est considéré comme un film culte aujourd'hui, c'est parce qu'il est quand même très bon. C'est peut-être même le meilleur de James Cameron. En tout cas, c'est clairement son plus personnel, puisqu'on y voit vraiment toutes ses références, toute sa passion pour la mer, pour les aliens, pour les portraits de personnages forts. L'histoire d'amour fracassée est totalement crédible, et on voit vraiment qu'il y a mis toutes ses tripes. Alors certes, on pourrait lui reprocher de faire un peu trop de l'œil à Rencontre du troisième type ou à 2001 de l'Odyssée de l'espace à certains moments, mais les références sont tellement assumées que ça passe.
Et je vous précise d'ailleurs que le film est désormais disponible sur Netflix, bon, dans sa version courte, hein, mais c'est déjà ça, et qu'il y a un gros avantage à ça, c'est que d'une part, l'image est totalement remasterisée, le film est juste magnifique, on a l'impression qu'il a été fait hier, et en plus, c'est la première fois qu'on peut le voir dans son format d'origine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Enfin, le film est important parce qu'il aura un énorme impact sur la suite de la carrière de James Cameron. C'est en effet durant Abyss qu'il teste et met au point toutes les techniques qu'il utilisera plus tard pour Titanic, et ça, c'est pas rien. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur Facebook, et aussi à nous dire quelles œuvres vous voulez voir dans les prochains numéros. Et n'oubliez pas, pour que le cinéma reste bon, il faut parfois lui mettre un petit doigt dans le culte.